Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le Thunderdome pour cet épisode du 19 avril du Monday Night Raw. Je suis RM et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Salut El Patron IRM, salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show rouge, ou pas. Ah, ça commence déjà. Ça balance ou pas? Ça va balancer à la Kalachnikov. Alors, le ou pas, c'est pour le bienvenu ou c'est pour le monde merveilleux du show rouge? Ah, c'est plutôt pour le monde merveilleux du show rouge, parce que est-ce qu'il va être merveilleux, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouais, bah petit aparté, hein, moi je vous invite par contre à découvrir le monde merveilleux du show vert. Est-ce que tu sais ce que Ah c'est le oui, show vert? ah je connais très très bien le show vert. C'est You Talk Too Much, hein, parce que comme je te le disais hors antenne, je viens d'écouter le nouvel épisode de You Talk Too Much, donc ce talk show incroyable où les gens parlent pendant des heures accoudés au bar, au zinc. Exactement. Et tu as donc reçu Zigote, un suiveur de catch de longue date, qui nous écoute, qui nous commente. Et bah, je vous invite toutes et tous à aller écouter. C'est toujours un plaisir d'entendre des fans de catch discuter ensemble. Et là, bah, la petite nouveauté, le petit épice, c'est que c'est un auditeur. Et donc, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode de You Talk Too Much, le numéro 7, par Tonton Chris avec Zigote. Direction le Chou Rouge. On était Ça donc c'est le du... 19 avril. Non, je suis en train de dire ça, c'est du teasing. Ah ouais, ouais, non, mais attends. Alors, ce qui est marrant, c'est que toi, les épisodes de You Talk Too Much, tu invites les auditeurs à écouter les analyses des shows rouges et bleus, et bah du coup, bah, on renvoie la balle. C'est normal. C'est normal. Exactement, c'est tout à fait ça. Eh oui. Un échange de bons procédés. Un échange de bons procédés, bah, c'était ce qui s'est passé dans cet opener. Et Drew ouais, McIntyre qui a toujours, écoute, bah, l'honneur d'ouvrir les shows, hein. Il a ouvert WrestleMania. Je crois qu'il avait ouvert aussi l'épisode de Monday Night Raw de la semaine dernière. ouais. Et là encore, bon, le mec, il a pas de ceinture, il est pas champion, mais c'est lui qui ouvre les shows. Et donc il prend son petit micro et puis bah il nous rappelle à notre bon souvenir, la semaine dernière, on se souvient que l'Écossais a été attaqué lâchement par T-Bar et Mace de Retribution, hein, sous le regard de MVP. Et du coup, bah, Drew McIntyre, il est pas dupe, hein. Il lui dit, bah, écoute, MVP, j'appelle MVP à la barre. MVP, tes deux Golgoth, là, tes deux hommes de main, je suis pas con, hein, je sais que t'étais pas loin et que t'es un mastermind. Je pense que t'es le mec le plus intelligent, le plus vicieux du show rouge. Je me doute bien que t'es derrière tout ça, même si tu vas sûrement démentir. Mais il n'y a pas de problème. Moi, Mace et T-Bar, je vais me les faire. Peut-être même que je vais leur arracher leur masque et puis que et puis qu'ils vont mettre des beaux costumes made in Earth Business. Et comme ça, au moins, les histoires, les affaires seront claires. Euh, on a ensuite MVP qui arrive et qui dit mais qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'y suis pour rien. Si les gens viennent t'attaquer, après tout, c'est ton problème. Je te rappelle d'ailleurs que suite à, on va dire, un conseil du conseil d'administration, Bobby Lashley, le CEO, qu'on ne verra pas ce soir, hein. Bobby Lashley aux abonnés absents. Il y a eu encore pas mal d'absents, hein, ce soir. Visiblement, il y a des petits soucis encore de Covid au Thunderdome. Bobby Lashley qui n'était pas là. On est plutôt dans une phase, on va dire, de plan social, hein, Exactement, ouais. au World Business. Donc c'est pas l'heure d'engager des mecs en CDI. Donc Mace et T-Bar, c'est pas qui ils sont, ce sont des hommes libres, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Il y a zéro affiliation avec le Hurt Business. McIntyre, il croit pas une seconde. Évidemment, il baisse sa garde et il se fait attaquer par Mace et T-Bar qui était là. Et la MVP, il a la petite étincelle quand même dans le regard. On se dit, ah, bon, je sais pas s'il y a un petit contrat entre eux, mais en tout cas, il apprécie l'intervention de Mace et T-Bar et de voir le pauvre Écossais se faire tabasser. Un petit peu plus tard, McIntyre ira demander à Adam Pearce de nous booker un match contre Mace et T-Bar. Et là, va falloir m'expliquer, mon bon tonton, parce que moi, à ce moment-là, j'avais compris que Adam Pearce lui a dit, bah écoute, trouve-toi un partenaire pour ce soir et tu auras ton petit 2v2. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu oublié entre-temps. Oui, bah écoute,
Je pense que ça a dû faire hurler papy, quoi, puisque ça y est, handicap match, le énième, le 2456e handicap match booké à Monday Night Raw. Ça, c'est quand même, ça devient quasiment une maladie à Monday Night Raw, la maladie du handicap match. Après, écoute, je trouve pas déconnant que Drew McIntyre commence le show parce que ça reste quand même le top babyface de Monday Night Raw. Donc, que ce soit lui et pas le champion qui vienne, bah, pourquoi pas. Bon, après, on se doute effectivement, comme tu l'as signalé dans ton préambule, que si Bobby Lashley est pas là, c'est certainement qu'il est aussi une victime collatérale, soit du Covid, soit apparemment de nombreuses blessures aussi, parce que tous les reports disaient qu'il y avait plusieurs blessés, plus des infections au Covid. Donc apparemment, ils ont dû réécrire pas mal de choses un peu à la dernière minute. Bon, tu me diras, ils n'avaient pas besoin du Covid pour faire ce genre de pratique, parce qu'à Monday Night Raw, c'est quasiment usuel de faire ça. Mais pour le coup, voilà, on nous relance Mace et T-Bar. Euh, Finalement, MVP reste assez évasif. On ne sait pas trop, à ce moment-là du show, en tout cas, ce qui se passe exactement avec les deux hommes masqués. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ils n'ont pas l'air de beaucoup aimer notre bel homme, hein. Non, effectivement, mais d'après toi, pourquoi il l'attaque? Qu'est-ce qu'il lui reproche à l'Écossais? Ah, mais je me demande en fait s'il reproche tant de choses que ça à l'Écossais. J'aurais plutôt tendance à dire qu'ils essayent surtout de se placer avec MVP, qui est quand même le manager qui a le momentum à Monday Night Raw depuis un peu plus d'1 an maintenant, et qui pense que ça serait peut-être pas une mauvaise opération d'intégrer leur business. Bah oui, effectivement, hein, ils essaient de se trouver une petite opportunité. Voilà, il y a une place qui s'est libérée avec le départ de Shelton et Cédric Alexander, et effectivement, ils ont des arguments à faire valoir. On les Alors, retrouvera un peu on peut, plus tard d'ailleurs, hein. on peut signaler quand même au peuple de catch-up que on nous a fait une redite de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ça va être tout au long du show, comme ça aura été tout au long du show la semaine dernière. Tu fais bien de le pointer parce qu'effectivement, on a encore eu un Viking Raiders versus Shelton Benjamin et Cédric Alexander qui s'est terminé de la même façon par une victoire de l'expérience Viking. Alors, est-ce que tu kiffes cette expérience Viking ou est-ce que tu en as déjà marre? Ah non, j'en ai pas marre, hein, je peux pas dire ça, mais j'étais étonné qu'on nous fasse exactement le même match, quand on nous repasse les plats. Un match qui a duré à peine, je crois que c'est quasiment le même temps, puisque le match a été annoncé à 5 minutes 15, et je crois que c'était quasiment la même chose la semaine dernière. Donc vraiment, aucun effort à ce niveau-là. Après, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la Tag Team Division, parce qu'on peut le spoiler tout de suite dans notre review. Il y a un alerte enlèvement à propos de AJ Styles et Omos, qui allait être encore absent ce lundi. Mais voilà, mais on fait revivre quand même un rôle la Tag Team Division, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, bon, Alexander et Benjamin, on ne sait pas trop où ils vont aller, mais en tout cas, les Viking Raiders, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble de la division par équipe qu'ils soient de retour. Ouais. Bon, ils ont été quand même pas mal dominés, hein. Ils n'ont pas forcément énormément brillé, les Viking Raiders, dans Ouais, ce match. Mais à la fin, ils ont quand même réussi à reprendre le dessus. Ouais, comme tu dis, voilà, au moins, on a à minima, cette division tag team qui bah, va devoir un petit peu patienter jusqu'au retour des champions, qui sont toujours portés disparus, comme tu l'as dit, hein. J'ai pas de nouvelles. Pourtant, un mec, autant AJ Styles peut se perdre dans la foule, mais Homos, ouais, c'est difficile. comment tu peux pas retrouver un mec comme ça? Oui. Comment ce mec peut passer inaperçu? Va falloir me l'expliquer, hein. Alors, un de mes moments préférés de ce show. Petite, le petit plaisir, c'est la petite altercation backstage entre la Vipère et l'ancien champion US, Riddle. Donc Randy Orton qui faisait une petite interview backstage. Je crois qu'il parlait encore de The Fiend, où il disait que voilà, vous ne reverrez plus jamais The Fiend dans les parages. En tout cas, pas tant que je serai là. Peut-être que le jour où je serai plus là, il reviendra, mais personne n'avait réussi à s'en débarrasser. Avant moi. Alors je crois qu'ici John Cena. Alors, John Cena est beaucoup cité ces derniers temps, hein, dans les promos. Ça fait toujours plaisir, hein. Et là, hop, Riddle, il arrive sur son petit scooter face à la trottinette électrique. Et puis il vient un petit peu essayer de l'embrigader dans son délire là. Alors c'est toujours, vous connaissez, hein, comment ça se passe avec Riddle.
Il a plein d'idées, il veut faire une team RK Bro. Alors moi, j'étais fou quand ils ont annoncé cette team. Je fais, mais ouais, moi je veux voir cette team. Mais je suis peut-être le seul. Il dit, ouais, on pourrait faire une trottinette avec customiser nos trottinettes avec des serpents dessus. Enfin voilà, il part dans son délire. Et là, bon, il est un peu stoïque, hein. Randy Orton, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec là? Il va voir Adam Pearce, il fait, mais attends, c'est qui là ce type là? Je sais même pas comment il s'appelle. Et puis je m'en fous de toute façon, mais il m'a un peu saoulé là, donc j'aimerais bien qu'on se débarrasse de ce gars-là. J'aimerais bien m'en débarrasser dans un match. Alors, book-moi ce match. Adam Pearce, il a la vie facile hein, pour booker les matchs. Ah ouais. Pilotage automatique. Ouais, c'est clair, il a directement les catcheurs qui lui disent bon bah vas-y, moi je veux affronter un tel, moi je veux affronter un tel, donc il a plus qu'à lancer le truc et puis bim, c'est parti quoi. C'est vrai qu'il a un boulot easy, notre ami Adam Pearce. Le match commence. Bah, écoute, j'ai trouvé que c'était un match assez solide. Je trouvais qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux. Randy Orton prend le contrôle du match assez rapidement. Mais Riddle apporte beaucoup de contre. Et surtout, il tente énormément de sleepers. Il lui a fait au moins 4 ou 5 sleepers. Toi qui aimes bien tenir les comptes, je pense qu'il en a dû avoir 4 ou 5 faciles. Ah ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Et donc après, Viper commence à s'énerver, il commence à lui faire pas mal de prises de soumission, hein. Il est obligé de rentrer un petit peu dans le jeu de Riddle. Et à la fin du match, après une petite série là, de gros coups de poing dans la tronche, ils sont échangés pas mal de coups de poing, des gros atémis. T'as vu le torse d'Orton était Ah bleu, ouais, ouais, violet. ouais, c'est clair. Et ben, le Legend Killer, il se fait un petit peu avoir. Il se fait un petit peu avoir, puisque Riddle le crucifie au sol, hein. Il le bloque au sol avec les épaules au sol. Un, 2, 3. Victoire surprise, victoire surprenante, victoire inattendue de Riddle, de l'insupportable Riddle. L'insupportable Riddle et cette trottinette. Et Randy Orton, qui n'en a sûrement pas fini avec ce gars dont il ignorait le nom jusqu'à ce soir. Et ben là, je pense qu'il va s'en rappeler. Say my name! Et Ah ouais, ouais, ah ouais, là, tu renvoies des super feuds de NXT, là. ouais, mais écoute, c'était un bon match, hein, 13 minutes 30. Avec, comme tu l'as dit, voilà, beaucoup de tentatives de soumission de la part de Riddle, qui avait vraiment décidé de faire taper Randy Orton, mais bon, c'est quand même compliqué de faire taper la vipère. Surtout que, quand même, Orton, pendant la promo d'avant-match, explique que voilà, que lui, il veut se concentrer sur Drew McIntyre et Bobby Lashley, donc Randy Orton n'a absolument pas l'intention de laisser sa place dans le main event. Et du coup, qu'on balance comme ça un match avec Riddle, moi, ça m'a presque surpris finalement. Et je m'attendais pas à une qualité de match comme ça, tu vois. Et vraiment, ça a été une agréable surprise, ça. J'ai trouvé ça super compétitif. Riddle est loin, loin d'être dégueulasse dans le ring là, face à un Randy Orton. Et effectivement, l'état de la poitrine de Randy Orton à la fin du match est quand même vachement, vachement violacé. Je cherchais le mot. Et vraiment, on sent que les mecs se sont donnés à fond. Et ça, du coup, c'était quand même vraiment sympa. Et je pense que bah, les officiels ont l'air quand même d'avoir vachement confiance dans notre blond surfeur, trottinetteur. Et finalement, lui donne sa chance après son titre US qu'il a perdu face à Sheamus de manière legit de toute manière. Mais il le garde bien au chaud, il continue à être impliqué dans tout un tas de segments à chaque row. Donc je pense que le Riddle a quand même la hype avec lui. Et puis, quand même, le fait, c'est qu'il gagne, quoi. Il bat le 14 fois champion du monde, donc c'est pas rien, hein. Donc, est-ce que ça nous annonce un Riddle encore plus dominant dans les semaines à venir? Ça reste à voir. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, The Fiend n'arrive pas à battre Randy Orton alors qu'il est invincible. Et là, t'as Riddle qui arrive après avoir fumé deux trois pétards et il bat Randy Orton sans trop de voilà euh, dans un weekly. Donc on sait quel est le point faible de Randy Orton. Ah, c'est à peu près ça, ouais.
Non, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Riddle. Il est insupportable, mais très divertissant. L'alchimie avec Randy Orton, elle est parfaite parce que vraiment, ce côté, mais c'est qui ce mec? Je connais même pas son nom, mais j'ai envie de le démonter. C'est un angle qui est vraiment sympa. Et puis, on peut continuer comme ça pendant plusieurs semaines hein, avec Riddle, qui est insupportable, mais qui le fait très très bien, alors que d'autres essayent de jouer les mecs insupportables et le font très très mal. Euh, Direction du coup la division féminine, en particulier la division tag team féminine, si on peut parler de division. Ce soir, on a eu un match entre les championnes contre Naomi et Lana, mais c'était pas pour la ceinture. On peut se dire, ah, bah, il va y avoir des. Ça va pas se passer comme prévu cette histoire. Bon, voilà, Naomi et Lana arrivent à, on va dire, à tenir tête à Nia Jax et Shayna Baszler. Mais à un moment donné, Shayna Baszler, qui avait, je crois, Lana, qui faisait une prise à Lana, qui lui tordait le bras à ce moment-là. Mandy Rose et Dana Brooke débarquent sous le Titantron et elles nous rejouent pour la 50e fois Ah ouais. des clips vidéo. On en bouffe des replays. Alors là, c'était même des replays de replays parce qu'en fait, tu voyais ce qui s'était passé la semaine dernière quand elles regardaient la vidéo de ce qui s'était passé la semaine d'avant, quand elles regardaient la vidéo de ce qui s'était passé à WrestleMania, Ouais, non, quand c'était. Mandy avait glissé. Donc au bout d'un moment, tu sais même plus ce que tu es en train de regarder, si tu regardes le bon épisode ou si tu t'es gouré et que tu regardes l'épisode de la semaine dernière. C'est embarrassant parce qu'en plus, elles se sont partagé le micro. Alors t'avais Mandy Rose qui monte une première partie, une première moitié du clip et après Dana Brooke qui dit ah non mais en fait attends, c'était pas tout, regarde il s'est passé aussi ça et en fait c'était exactement la même séquence qu'ils avaient coupée mais comme des gros bouchers au moment où effectivement elles se sont rebellées face à Nia Jax. Et c'était très 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 mauvais. Nia Jax qui reste toute bêta et qui du coup décide de se barrer en fait, elle en a marre. Évidemment, ça provoque, ça entraîne la victoire de Naomi et de Lana. Donc Shayna Baszler n'est pas content. Après, elle va aller la voir, elle lui dit mais attends, c'est quoi ce bordel? Plus jamais tu me fais ça là. Faut que tu te reconcentres. Et on a eu droit quand même, je crois, peut-être à ce qui se fait de mieux en termes d'acting avec Nia Jax à l'heure actuelle, qui arrive à nous jouer la fille hébétée qui ne comprend pas. Ah bah mince alors, je me suis fait avoir comme une bleue. Ah, je suis vraiment pas contente. Ah là là, et puis la caméra me filme pendant de longues minutes alors que je joue n'importe comment. C'était vraiment, vraiment, vraiment embarrassant. Est-ce qu'on peut sauver quelque chose de tout ça, mon bon tonton? Oh là 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 là, écoute, c'était la catastrophe, quoi, la catastrophe. Le match a duré en lui-même 4 minutes 25 avec le finish dégueulasse de Lana et Naomi en plus. Ah, Euh, espèce de oh facebuster là. ouais, 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 enfin, je sais pas, mais c'est franchement là, on est tombé bien, bien bas dans la tag team division féminine. C'était vraiment super mauvais. Moi, il me tarde qu'il y ait des filles de NXT, qu'il y ait des teams de NXT qui montent, parce que vraiment là, les deux teams, Lana Naomi et Mandy et Dana face à Nia Jax, Shayna, et puis Shayna aussi. Mais pour moi, Shayna, c'est incroyable. Moi qui lui voyais un avenir en individuel chez les filles à Raw ou à SmackDown et qui se retrouvent dans ce truc-là avec Nia Jax, vraiment, c'était vraiment tellement mauvais. L'acting de Nia Jax est tellement mauvais. En plus, on a Angel Garza qui vient se rajouter à l'affaire pour venir un peu taper compter fleurette à Nia Jax. Alors, je pense qu'il profite du fait que Reginald soit annoncé comme malade. Donc, du coup, on l'a collé à la place. On lui a dit, ah, bah tiens, bah, c'était le segment à Reginald. Normalement, là, bah, allez, tu t'es pas quoi foutre dans les vestiaires, là, mon bon Angel. Allez, viens, chope une rose et puis va voir Naya. Non, c'était très mauvais, le match était très mauvais. L'intervention de Mandy et Dana manquait totalement de spontanéité. Et puis, comme tu l'as dit, voilà, la cerise sur le gâteau de la chantilly, c'est on nous remontre, on nous repasse, on nous replay 2, 3, 4, 5, 6 fois le même segment sur des écrans différents. Ah non, 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 non. J'avais un peu l'impression qu'on se foutait un peu de notre gueule, non? Ouais, d'autant plus que ils ont édité, WrestleMania, visiblement, ils ont retiré les images de Mandy qui glisse et qui tombe Ah ouais, dans, dans WrestleMania, visiblement. d'accord. Donc là, on fait référence à un événement, un micro-événement, qui officiellement n'existe plus, puisqu'il a été édité et coupé au montage.
Ouais, ouais. Visiblement, si tu regardes WrestleMania sur le network aujourd'hui, tu ne verras pas Mandy Rose glisser sur la rampe d'accès. Du, du coup, ça n'a plus aucun sens. Et C'est on te construit toute une division autour de ce mini-botch et on va en bouffer pendant des semaines et des semaines et des semaines. Là où effectivement, il serait temps que Nia Jax et Shayna Baszler lâchent les ceintures, peu importe à qui, on s'en fout à ce niveau-là, et aillent un petit peu réalimenter la division, la vraie division féminine individuelle. ouais, surtout concernant Shayna Baszler. Après Nia Jax, je sais pas, mais en tout cas, sur un plan individuel, moi je préférais voir Shayna Baszler revenir un peu en solo et en mode destruction comme elle l'a été pendant un paquet de temps à NXT et en revenant, en revenant, enfin en arrivant dans le main roster. Là, je trouve vraiment que c'est tellement faible, c'est tellement pas intéressant que ça va être compliqué, hein. S'ils s'acharnent avec ça, ils vont, à mon avis, ils vont le payer cher par la suite, tu vois. Parce que pour moi, ça dénature aussi un peu le mode puissance que pouvait avoir Shayna Baszler, voire même Nia Jax d'ailleurs. Mais Nia Jax, il faut surtout pas lui faire de l'acting, quoi. Il faut la garder en Monster Heel qui vient péter des mâchoires et puis surtout qu'elle se taise. Ah bah, malheureusement, je sais pas, quelqu'un visiblement de haut placé est fan de Nia Jax au point qu'effectivement, c'est presque celle qui a le plus de scènes backstage et de scènes Ah ben où oui. elle doit jouer, interpréter, parce qu'en plus on se les bouffe à Raw et à SmackDown et depuis des mois, et je sais pas qu'est-ce qu'il lui trouve dans ses performances d'actrice, parce que là, c'était difficile à voir, avec son regard là, vide, vraiment un regard vide, elle sait rien Ouais. exprimer via son jeu, et elle avait l'air totalement idiote, quoi. Donc effectivement, au moins, Nia Jax, C'était euh, un segment gênant et souvent je me pose la question de me dire est-ce que les catcheurs, et je pense que oui quand même, regardent par la suite un peu ce qu'ils ont fait le soir, tu vois, est-ce qu'ils se refont une vidéo un peu du show pour voir un peu comment ça a marché ou pas. Et j'espère quand même que Nia Jax, quand elle a vu le segment, elle s'est dit ah ouais non mais là je suis peut-être passé un peu à côté de mon truc. honnêtement, il n'y a aucune bonne réponse parce que si elle regarde pas ce qu'elle fait, bah, c'est pas très pro. Et si elle regarde ce qu'elle fait, ah, c'est naze parce que c'est-à-dire qu'elle se rend pas compte qu'elle le fait mal. Oui, parce que, enfin, en même temps, c'est toujours le même problème, c'est que si elle est félicitée par les officiels pour ce genre de segment, ça peut, enfin, c'est pas très positif, parce que ça la renforce en se disant, ah bon bah ouais, bah, ok, bah tout le monde trouve ça cool, bon bah, vas-y, bah, je vais en remettre une couche la semaine prochaine alors. Et nous on dit non, Naya, ne fais pas ça. Ah bah ça c'est la limite de vouloir être gentil avec tout le monde et dire ah bah bravo c'est très bien ce que tu as fait même si le mec a fait de la merde. On essaie de toujours rester positif. Le mec se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Kofi Kingston, c'était pas sa soirée, hein. Kofi Kingston, c'était pas sa soirée. On avait petite performance musicale qui s'annonçait avec Elias et accompagné de Jackson Riker, hein, qui n'est toujours pas été licencié. Le New Day les interrompt. Xavier Woods, il a dans sa mallette une basse qui commence à jouer. Donc on se dit, moi à ce moment je fais ah ouais pas mal. Enfin je trouvais ça rendait pas mal cette petite basse là. Ça me foutait, j'avais envie de voir tout d'un coup un duel, un battle entre Elias et Xavier Woods à la guitare. Mais on va vite arriver à un match entre bah, les deux. C'était un match tag team? Non, c'était pas un match tag Ah team. non, non, C'était non, c'est pas. Kofi Kingston contre Elias, pardon. Ouais, ouais. Et alors malgré euh, les distractions de Xavier Woods, ben, Kofi Kingston, ça va mal se terminer pour lui, puisque bah, non seulement alors, il plante complètement son SOS, là, il a un peu botché là, son signature move, mais en plus, Elias va le contrer et placer un Hurricane Rana, suivi de sa grosse descente du cours là, pour la victoire clean, nette et sans bavure d'Elias sur un ancien champion du monde. Donc, bah, bonne pioche pour Elias, mais à Kofi, c'est un petit peu compliqué, là. Je sais pas quel programme attend les deux anciens champions par équipe. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Bah, le match a duré 4 minutes 40. Alors, c'est marrant parce que Elias, qui a passé son temps à perdre des matchs depuis des mois et des mois et des mois, tout d'un coup,
hop, on leur donne une victoire là, et en plus face à un former champion, donc c'était assez surprenant. Est-ce qu'ils ont décidé de relancer Elias un peu? Pourquoi pas? Moi, je ne serais pas forcément contre. Moi, je le trouve divertissant. Je le trouve pas génial dans les cordes, même si j'aime bien son hommage au diving elbow du Macho Man, qu'il a parfaitement réussi pour finir ce match. Et apparemment, il ne semble plus utiliser son drift away, là, son signature move qu'il utilisait habituellement. Et c'était assez spécial. Alors oui, tu as raison, je pense que de toute façon, ça va se terminer en tag team, cette affaire, parce que je pense que déjà la semaine prochaine, je t'annonce Jackson Riker versus Xavier Woods. Et dans 2 semaines, je t'annonce Elias Jackson Riker versus New Day. Voilà, le booking déjà pour les 2 prochaines semaines concernant ces 4 hommes est fait. Ouais, c'était court, c'était pas extraordinaire. Bah, on peut juste constater que les New Day sont redescendus dans la mid-card, là, hein, voire la low mid-card. C'est assez surprenant, ça. Mais voilà, ça n'avait pas grand intérêt. Mais je pense qu'ils se sont servis de ce match justement pour relancer la team Elias Jackson Riker. Et comme tu l'as dit, Jackson Riker ne s'est pas fait virer. Alors quand on pense qu'un Samoa Joe s'est fait dégager, quand même c'est assez surprenant, hein. Le choix des releases là cette semaine a été quand même assez particulier. Ouais, bon après, je connais pas toutes les raisons. J'imagine que si un mec comme Samoa Joe avait par exemple envie de remonter sur le ring et que les docs de la WWE lui disent bah non, c'est juste pas possible. Ah, il y a peut-être aussi entre guillemets un commun accord, Ouais, surtout hein. que Samoa Joe est resté C'est assez. pas la même masse salariale, j'imagine, toi. Enfin, Oui, déjà c'est certainement pas la même salariale, ça je suis sûr. Mais en plus Samoa Joe, ouais, depuis le début là, pour l'instant, c'est pas exprimé plus que ça. Il est resté assez soft. Bon, moi je suis vachement déçu, hein. J'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, mais clairement pour moi le licenciement de Jackson Riker et de Samoa Joe, tu vois, lapsus. Mais vraiment une grosse déception parce que à la fin de ce WrestleMania, quand il a été annoncé qu'il quittait les commentaires, et je me suis dit, ah, c'est génial, ça y est, on va le voir de retour dans le ring et tout ça. Et bam, derrière, licenciement sec. Oh, grosse claque, hein, quand même, hein. Donc moi, vraiment, grosse déception de le voir partir de la WWE. Je considère qu'il avait fait en plus des belles perfs. Je pense en particulier à sa feud face à Brock Lesnar, que j'avais trouvé de super qualité. Et regarde-moi quand je te parle. T'es ouais, sûr? ouais, exactement, ouais. Donc vraiment, c'est vraiment la grosse déception pour moi, hein, de voir Samoa Joe s'en aller de la Big League. Ouais, Donc écoute, bon, en tout cas, bah, il va falloir faire avec Elias et Jackson Riker en attendant. ouais, j'aurais adoré un Samoa Joe versus Roman Reigns. Un Samoan Ah versus ouais, Samoan. ouais, j'aurais été assez d'accord avec ça, ouais. Ouais, Pour non. aller quitte à ce que ça soit le chant du cygne, son tour d'honneur avant de partir, toi, mais j'aurais adoré voir ça. L'intensité qu'il aurait mise aurait été exceptionnelle, plus le côté voilà, historique des Samoans. Oui, Enfin, une ça grosse s'écrivait rivalité. tout seul. Une grosse rivalité communautaire là, avec les Usos, avec Roman, avec Samoa Joe, ouais, ça aurait pu être génial. Là, il y avait de quoi écrire un truc vraiment Ah sympa. ouais. Ouais. Comme Donc en vraiment, plus ils non. sont pas des mêmes familles, toi, il y aurait pu, genre t'étais pas un vrai Samoan ou toi des conneries comme ça et ça aurait été exceptionnel. Ah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment super. Ça a vraiment une grosse surprise, hein. Vraiment, s'il y avait quelqu'un que j'attendais pas à voir se faire mettre à la porte, c'était bien le Samoa Joe. Donc, bah écoute, bah, maintenant je vais surveiller d'un coin de l'œil dans l'Indie où c'est qu'il va débarquer, quoi. Il est annoncé partout de toute manière. Alors, comme ça, c'est simple. Samoa Joe, on sent que là, c'est le free agent le plus hot du mois parce qu'il est annoncé absolument partout. Donc maintenant, reste à voir où est-ce qu'il va signer définitivement. Où est-ce qu'il va peut-être choisir l'option Andrade, ce qui est pas plus mal à mon avis d'ailleurs, puisque Andrade, il a choisi de garder son indépendance et de ne pas signer de contrat définitif avec telle ou telle fédération et de pouvoir prendre des bookings un peu partout. Et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne initiative de sa part et j'aimerais plutôt bien que Samoa Joe prenne ce Ah ouais, chemin-là. auto-entrepreneur. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok, bah écoute, ravi de revoir Samoa Joe parce que ça m'embêterait que la dernière image que j'ai de lui soit celle où il était dans son petit kawaii Eh ouais, dans à ton WrestleMania. poncho. Son poncho, Samoa poncho. Ça serait sympa de le revoir, voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est triste d'ailleurs que ce soit la dernière image qu'on ait eue de lui à la WWE, très franchement. Enfin, en plus, je trouve qu'il le mérite pas, même si on met le côté in-ring et catcher à côté. Tout le taf qu'il a fait, on a fait que le louanger depuis qu'il est aux commentaires. Il était super sympa, super intéressant, toujours dans le bon timing. Enfin, je veux dire, moi, Samoa Joe, pendant tous ces mois où il a commenté, il ne m'a jamais déçu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il n'est Ouais, pas le oui, cas du nouveau commentateur, à qui d'ailleurs j'ai donné mon flop la semaine dernière, et qui ne m'a toujours pas convaincu cette semaine, je le dis au passage. Adnan Virk. ah, disons s'il commente ça comme un match de baseball, voilà quoi. Ah ouais, mais je sais pas, le mec il a pas de rythme, il connaît pas. Alors là, j'ai l'impression, il est comme Jim Ross, lui, il connaît pas les noms des prises, c'est terrible, quoi. Non, non, il dit Euh, juste, ah bah là il l'a pris, il est en train de le serrer contre lui. mais ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, pendant on parlait du match Orton-Riddle, ça a été terrible, quoi, parce que le nom, à part le slipper, ça va, le slipper, il le tenait, et encore, parce que Corey Graves à côté le répétait. Mais Ouais. le mec a quand même des grosses lacunes techniques sur les prises et sur toutes les actions que peuvent mener les mecs entre les cordes. Et je trouve quand même que ça, c'est un petit peu dérangeant, quoi, dans un show de catch, quoi. Ah ouais, il faut lui offrir un petit lexique là, il y a pas un petit lexique, un petit glossaire? Ah ouais, non, mais là, franchement, là, moi, je suis quand même encore un choix assez surprenant de la part de la WWE. Alors peut-être que ce gars-là avait certainement une super cote dans la c'est la MLB, c'est ça, ouais, c'est ça, la Mmh. MLB. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais pour l'instant, en tout cas, c'est la deuxième semaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce cher Adam Birk ne m'a toujours pas convaincu. Aïe, 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 aïe. Bon bah, Heureusement, Samoa Joe, tu n'as pas enc ça prendra du temps pour le remplacer. ouais, ouais. Heureusement que Byron Saxton et Corey Graves font le taf. Ouais, ouais, bah, c'est bon, c'est une affaire qui roule, c'est le duo magique. Bon, un duo magique qui a été séparé lors de WrestleMania, The Fiend, Alexa Bliss. Et ben Alexa Bliss, on la retrouve. Alors, pas de Bray Wyatt ce soir, alors que la semaine dernière, il nous avait teasé du gros changement. Là, on n'aura rien eu ce soir non plus, hein. Non, que dalle. Que Ah, dalle. lui aussi en alerte enlèvement. Alexa Bliss, elle est sur son terrain de jeu, là, son playground. Elle nous explique que sa petite copine a son amie Lily, donc sa poupée, donc qui est sa seule véritable amie. Elle est là depuis très très longtemps. On a droit à des petites photos que j'ai trouvé plutôt sympa d'enfance d'Alexa Bliss. On voit la poupée qui a toujours été là. Alors on se croirait comme dans un gros reveal de film d'horreur, toi, où à la fin le héros découvre qu'en fait le méchant a toujours été là depuis le début. Donc on a des photos photoshopées de Lily qui accompagne Alexa Bliss depuis sa tendre enfance et elle nous explique que quand elle était petite, elle se faisait embêter quoi et elle demandait conseil à Lily et Lily lui a fait faire voilà lui a demandé de faire alors elle a attaqué la petite je crois elle lui a fait bouffer sa glace ou je sais plus quoi. Voilà, elle est devenue méchante, elle était sous l'emprise maléfique de la poupée. Euh, et maintenant, du coup, elle envoie un message bah, à tout le roster, à toute la division féminine, que Lily lui a demandé voilà, d'aller attaquer un petit peu tout le monde. Et voilà, donc Alexa Bliss qui va un petit peu, qui menace hein, l'ombre d'Alexa Bliss qui plane dorénavant sur la division féminine, ou en tout cas sur le roster, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend avec, avec cette Alexa totalement maléfique. Ouais, ça nous tease un retour d'Alexa Bliss sur le ring, peut-être. Ça serait peut-être pas. Moi, je trouve que ce serait plutôt une bonne nouvelle. Enrichir un peu plus la division féminine. Donc, dans un personnage maintenant qu'elle a bien rodé euh, avec le Fiend. Mais bien, j'espère, si tu veux, que ça nous augure pas plusieurs lundis encore consécutifs où elle va se contenter de sa balançoire, etc. Moi, j'ai vraiment envie de la voir sur le ring, peut-être avec un moveset un peu adapté à son nouveau personnage. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère juste qu'on va pas rentrer dans une forme de longueur, voilà, et avec des segments permanents chaque lundi après lundi, et qu'elle va vraiment venir s'attaquer. Elle va vraiment venir s'attaquer aux nanas, quoi. On est au catch, donc un peu de bagarre. Ouais, il y a un souci quand même avec toute cette storyline là, avec The Fiend, Bray Wyatt et Alexa Bliss, tu mets le doigt dessus, c'est que
Ça parle, ça parle, ça parle, ça Eh parle, oui, ça parle, mais il se passe rien. Il se eh passe oui. rien, très très peu de choses. Mais c'est même pas juste entre les cordes, c'est tout, c'est que de la parlotte, quoi. C'est que de la parlotte. Et non seulement c'est que de la parlotte, comme tu le dis, on va se bouffer de la Alexa Bliss là, sur sa balançoire, on s'en bouffe déjà depuis des semaines, on va continuer à s'en bouffer, parce que Bray Wyatt, en plus, visiblement, n'est pas de retour, mais en plus, le moment, à mon sens, le moment où justement ils auraient pu prendre vraiment leur temps, faire une pause et nous raconter un morceau de l'histoire, c'est bah, le fameux retour de The Fiend à WrestleMania. Et en 15 on est passé déjà à autre chose. On nous a pas raconté vraiment ce qui s'est passé avec The Fiend. Et finalement, on est vite repassé à ah bah maintenant, Alexa Bliss, elles veulent sauter. Enfin, toi, ils ont zappé un chapitre, un épisode qui aurait été de suivre un petit peu, reconstruire un petit peu la relation pendant le retour avec le retour de The Fiend. Les faire, voilà, leur donner quelque chose à manger pendant ce temps-là. Et seulement au bout d'un moment faire la trahison d'Alexa Bliss hein, par rapport à The Fiend. Et là, tu repartais sur effectivement l'émancipation d'Alexa Bliss, hein, qui ouais, avec cette relation euh, Harley Quinn, Joker, voilà, qui est clairement on a cette inspiration-là. Là, on n'a vraiment pas pris le temps de raconter l'histoire et on nous rebalance un peu la même chose là, avec Alexa Bliss qui parle, qui parle, qui parle et il se passe pas grand-chose. Donc, on est impatient d'avoir de l'action. Ouais, bah, ouais, c'est ce qui manque un peu là dans toute cette affaire-là, hein. C'est que c'est vrai que ça manque totalement d'action, quoi et c'est souvent aussi, malheureusement à la WWE, ce qui se passe et à Raw en particulier, quoi. On enterre comme ça des storylines tout à coup. Regarde, tu vois, tu disais hein, tout à l'heure, hein, le Bray Wyatt, on l'a vu la semaine dernière, là, bim, tout d'un coup cette semaine il disparaît. On met le focus sur Alexa Bliss, ok, très bien. Mais quid de ce qui s'est passé à WrestleMania? Finalement, comme tu l'as dit, on n'aura jamais eu d'explication et je crois qu'il va falloir s'en contenter. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose incompréhensible, vu le temps a été accordé à cette rivalité avec Orton qui a mené jusqu'au match de WrestleMania. On se plaignait des longueurs parce que finalement, limite, ils avaient commencé ça tellement tôt dans l'année que pour arriver jusqu'à ce moment à WrestleMania, on était obligé de se contorsionner un petit peu dans tous les sens, de mettre ça un peu en pause, de côté, de faire des longs monologues avec les séquences d'Alexa Bliss qui empoisonne Randy Orton, et puis seulement le retour de The Fiend qui était le grand retour à WrestleMania, le grand moment attendu. Ça finit plus sur une forme de teasing, affaire à suivre, que vraiment un vrai climax qui est une résolution. Ok, bon, d'accord. Ok, vous voulez nous raconter l'histoire à Raw, ben on va suivre ça à Raw. Et en fait, à Raw, finalement, il se passe rien. À Raw, en fait, on est déjà passé à autre chose. Donc tout ça fait qu'au bout d'un moment, on lâche complètement et on sait plus trop à quoi se raccrocher. Et on est juste dans des apparences, quoi, hein, avec un décorum, la balançoire, la poupée, tout le bestiaire de cet univers de Alexa Bliss et de The Fiend, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire et il y a pas d'action. Donc c'est un peu triste. De l'action, on en a eu avec Drew McIntyre qui allait se frotter à T-Bar et à Mace dans un fameux handicap match que Papy adore. Euh, bon, ils sont grands, ils sont costauds, hein, Tibar et Metz quand même, hein, parce qu'ils tiennent tête à l'Écossais. Hein. Je sais pas si tu as les dimensions des deux Golgoth, mais Ah non, mais physiquement, de toute façon, il n'y a rien à redire là-dessus, hein. Ils sont, d'ailleurs, Corey Graves le signale plusieurs fois pendant le match, hein. Il y a pas de problème, hein. On a deux gabarits là, hein. Dominique Dijakovic et Diomadine, c'est deux gabarits, deux mecs, je pense qui doivent être dans les alentours de 2 mètres, de 110 kilos. Donc là, on a deux belles barbaques sur le ring. ouais. Pour McIntyre, bah, il fait ce qu'il peut, mais il déguste. Hein, c'est pas un 2 contre 1 avec deux gringalets en face. Donc au début, il neutralise T-Bar, mais Mace vient lui placer un énorme uppercut. Ça, voilà, ça rebalance le momentum du côté des anciens membres de Retribution.
McIntyre arrive à placer des spinebusters, mais c'est très compliqué puisqu'il y a beaucoup de double team avec Mace et T-Bar. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui va leur coûter le match parce que l'arbitre est obligé de sonner d'annoncer la disqualification parce que les deux mecs ils sont en train de tabasser Drew McIntyre à deux et ça peut. Bon bah, messieurs, ok, c'est un 2 contre un, mais c'est chacun son tour, hein. Et là, va falloir m'expliquer, mais je savais pas que Braun Strowman était un bon vieux copain de Drew McIntyre. Visiblement, ils ont peut-être un club d'amateurs de whisky, puisque Braun Strowman débarque et vient sauver la mise à Drew McIntyre, ce qui va provoquer un 2v2. Et ouais, tag team player, baby. Et là, du coup, c'est plus la même hein, avec Braun Strowman. Alors, je sais pas, il y avait quoi? Il y avait peut-être il devait y avoir une tonne de viande là sur le ring à ce moment-là. Ah la vache là, c'était grosse session de boucherie là, hein. Là, on a eu le droit à de l'entrecôte, du rhum steak, de la côte de bœuf. Là on a la totale hein, avec les 150 ou 160 kilos de Braun Strowman, les 120 kilos de Drew McIntyre, les 110 kilos de Dijakovic et Madine. Là on est dans du très très lourd quoi. C'était pas du filet mignon, vous me ferez Ah non. vous me ferez vous me couperez des tranches fines, s'il vous plaît. Ah ouais non non. Là t'étais vraiment là dans le gros paquet de viande comme il faut quoi. Et alors là, tu vas me dire, est-ce que c'est lié à l'actualité Covid aux US? Puisque aux US, ça y est, on peut retirer son masque. Tout le monde était obligé de porter son masque à WrestleMania. Je ne sais pas si c'était timé comme ça, mais ça y est, puisque Drew McIntyre fait le tag-in et il va carrément retirer le masque à Mace. Il retire le masque à Mace. Donc Mace n'a plus son masque. On retrouve donc le visage de celui qui est connu sous le nom de Diomadine. Hein. Et même tarif, même traitement pour Tibar avec Strowman qui le retire son masque. Tibar et Mace, visiblement, ils ont été vaccinés. Ils n'ont plus besoin de porter leur masque. Donc on voit leur visage et ils partent et ils sont pas contents. Et c'est la victoire des. Alors oui, c'est encore une disqualification en plus. Oui, oui, C'est oui. en fait, ça provoque la disqualification et la victoire de Mace et Tibar. Puisque en Exactement. fait, il utilise. En fait, Drew McIntyre arrache le masque de Mace et frappe Mace avec le masque. Donc, fuck les masques, c'est un message de Vince McMahon. Fuck les masques. On vit dans un pays libre. Voilà. Prenez votre petite picouse et tout va pour le mieux. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, tout ce segment-là, 2 DQ sur 2 matchs. Voilà, le handicap match gagné par McIntyre par DQ. Et avec l'ajout de Strowman, ça nous fait à nouveau un match par DQ. Sauf que là, c'est Mace et Tibar qui remportent le match quand même. Ils en ont remporté tellement peu pendant l'histoire de Retribution que du coup, ils ont quand même dû apprécier. Ils ont pas dû comprendre. Ils ont pas dû comprendre. Ils étaient un peu interloqués quand même sur l'arme. Ils ont fait, mais ah, on a Ouais, gagné, du coup il se tenait le bras, t'avais Mez qui tenait le bras de Tibar, genre, eh mec, on a gagné! Je sais pas ouais. comment on a fait, mais on a gagné. Ah, les mecs tellement pas habitués à la victoire que quand ça arrive, et ben, on n'arrive pas à s'en remettre, quoi. Quel est ce goût étrange dans la bouche? C'est le Oh goût de la bon, victoire. alors j'espère que finalement le fait d'avoir été démasqué, bah, j'espère que ça va continuer. Finalement, ça serait un peu con de les revoir avec le masque dorénavant. Moi, j'espère qu'on va lâcher les chevaux et puis qu'on Oui. va s'intégrer complètement. Maintenant, j'attends de voir un peu ce qui va se passer vis-à-vis du Hurt Business. Ça serait quand même une sacrée opération de la part de MVP parce que là, s'il intègre ces deux bestiaux avec Bobby Lashley, ça nous fait quand même une team Hurt Business là potentiellement dangereuse. Ouais, ouais, ouais. Là, j'adore. Clairement, si effectivement ils rejoignent les rangs du Hurt Business, hop, 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 là, on est carrément sur un autre niveau. Là, je comprendrais le plan social qui a viré Shelton Benjamin et Cédric Alexander, parce que là, c'est quand même une sacrée upgrade. Euh, Direction Miss TV, on est dans un petit épisode de Miss TV. L'invité, c'est Maryse. Voilà, tant qu'à faire, autant inviter ta femme. John Morrison, disparu, pareil, hein, sûrement, voilà, beaucoup de gens qui ne sont pas là ce soir. Petite pensée à Jomo. Euh, Miz qui, malgré la défaite, s'approprie tous les mérites du grand moment de WrestleMania et donc grâce au Miz.
Bad Bunny a tout simplement fait sold out sur sa tournée pour 2022. On a droit à toutes les dates, hein. J'espère que tu as eu le temps de choper tes tickets pour Bad Bunny. Ah, je me suis empressé, je me suis jeté sur la billetterie pour aller voir notre ami Bad Bunny à Orlando, par exemple. 6 heures de matin devant déjà le Virgin à 6 heures du mat. C'était tonton. Bad Bunny, Bad Bunny. Écoute, Bad Bunny a vraiment une grosse, effectivement, une grosse popularité parce que j'ai regardé sur Spotify, parce que j'étais curieux, il était 16e, classé 16e dans le nombre d'écoutes, toi, des chanteurs les plus populaires. Et Ah ouais, non, mais c'est ce que moi j'ai expliqué sur plusieurs reviews, hein. Moi, je ne connaissais absolument pas ce garçon avant qu'il débarque à la WWE. Et effectivement, bah, pour être tout à fait professionnel et faire des reviews de qualité, j'ai été un peu voir sa bio, quoi. Et effectivement, ce mec est hyper mainstream, archi connu aux États-Unis. Et du coup, bah, je pense qu'il a fait une très bonne opération et que la WWE a fait une très bonne opération aussi de son côté. Voilà, un bon gros coup de marketing comme ils savent faire, hein. bon, ça flirte pas mal entre Miz et Maryse, hein, qui nous, Ouais. alors, en parlant de marketing, il y a du placement produit hein, sur Ah Miss and bah, Mrs, sur le USA Network. D'ailleurs, on nous annonce un documentaire WWE sur l'histoire du Miz, ouais. carrément. Alors ça, je sais que toi aussi t'aimes beaucoup les docus de la WWE sur le Ouais. network. Je Il va suis être. impatient de le voir, hein. En plus, c'est bien parce que c'est pas il va pas être mis sur un Untold ou sur un Chronicle. Là, il va être mis sur un 24. Donc là, les 24, c'est une heure de documentaire en général. Donc, je pense que c'est un documentaire que je ne louperai pas. L'histoire du Miz est assez incroyable. C'est c'est vraiment aujourd'hui c'est une des plus grosses réussites de la WWE, je trouve, Ah, c'est de un des cette dernière décennie, quoi. Ouais, bah, c'est clairement un des meilleurs talkers de ce 21e siècle, hein, le Miz. Hein. Il y a pas autant bon sur le ring. Moi, je l'ai toujours trouvé moyen. Il m'a jamais rendu fou, furieux de ce qu'il fait entre les cordes. Mais je reconnais que c'est un talker incroyable et que là, même tu vois, même si ce segment, je peux pas dire que ça m'ait emballé des masses. Oh, Maryse est là, on est là pour faire du placement de produits à mort avec le Miz and Mrs. Même si ça m'emballe pas, je reconnais le talent du Miz au micro, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on parle de talent de micro et on parle de documentaire, donc j'en profite. Si vous avez l'occasion, sur le AI Network, il y a eu un fantastique documentaire sur la carrière de Stone Cold Steve Austin. Et je vous encourage à aller voir ce documentaire parce que c'est formidable. Ça parle de l'attitude ERA, mais c'est vraiment centré autour de Stone Cold. Et vraiment, c'est génial. Allez voir ça. Ah ouais, je ferai ça, toi. Allez. Damien Priest interrompt tout ce beau monde, ça balance des vannes, ça compare Miz à Jake Paul. Alors Jake Paul, qui c'est Jake Paul? C'est le frère de Logan Paul qui était à WrestleMania et qui est Super. du, ouais, et du coup et qui fait du MMA en fait et qui a eu un match là il y a quelques jours. Donc ça voilà, il y a des liens, hein, tout ça, c'est des gens, tout le monde se connaît là-dedans, c'est le business, c'est le business. Et du coup, il lance un challenge au Miz que Maryse accepte. Voilà, c'est Maryse qui boucle les matchs de son homme. Et Damian Priest va tout simplement remporter une belle victoire clean face à un double Grand Slam champion, malgré les interventions de Maryse. Donc belle victoire de Damian Priest qui, bah voilà, qui s'est bien placé, hein, qui s'est bien placé dans le show rouge. Ouais, même si c'était un match assez court, avec encore une fois une redite, la énième redite de ce Monday Night Raw, puisque à la fin, Maryse essaye de coincer Damian Priest en tenant la jambe. Et elle a fait exactement la même chose la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, ça avait marché, là, ça n'a pas marché. Ça permet à Damian Priest de gagner clean face aux Miz. Alors, contrairement à Zigot, si vous allez écouter You Talk Too Much, vous verrez son avis sur Damian Priest. Il est sensiblement différent au mien. Mais moi, je persiste et je signe. Moi, j'aime beaucoup l'archer de l'infamie. Et j'espère. Moi, ce que j'attends maintenant, alors moi, j'avoue, j'étais presque déçu de voir Priest recommencer un truc avec un programme avec le Miz. Parce que moi, j'espérais surtout que Damian Priest allait venir s'incruster dans le title US Picture. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Mais j'espère qu'à l'avenir, notre Damian Priest va être balancé sur des choses un peu plus croustillantes que cette rivalité avec le Miz qui finalement, à mon goût, commence à traîner un peu en longueur. Ouais, là, on est encore un petit peu dans les retombées de WrestleMania. Ouais, peut-être qu'effectivement, cette petite victoire, ou même cette grosse victoire, hein, clean face au Miz, peut lui ouvrir les portes à ce programme US qui, justement, bah, il y a peut-être il y a de l'opportunité. Hein. Il y a de l'opportunité au titre US, puisque Adam Pearce, il va un petit peu embêter Sheamus backstage pour lui dire, bah écoute, tu sais, ce serait cool. Le titre US, c'est un titre voilà, avec euh, une certaine gloire. Hein. Il y a il y a des grands champions qui ont porté ce titre. Alors, il en place une à John Cena, encore. John Cena est là parmi eux. Il faisait beaucoup d'open challenge. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais plus, il dit, attends, écoute, moi je suis pas John Cena, ok déjà. Hein, ça sert à rien de parler du passé. Hop, c'est pour toi, John Cena. Mais bon, allez, tu sais quoi, j'accepte. J'accepte l'open challenge, mais je le fais pas pour te faire plaisir. Je le fais pour le championnat, pour le titre. La bagarre, il aime la bagarre, Sheamus. Sheamus, il arrive, il pose son chapeau et tout dans le ring. Puis il attend, qui c'est qui va devenir, qui va débarquer, qui va accepter l'open challenge, parce que la dernière fois qu'un mec a lancé un open challenge, les mecs dans les vestiaires, personne ne mouchait, tu te souviens? Avec Drew McIntyre là, qui veut chercher la bagarre dans les vestiaires. Et ben Ouais, celui qui vient chercher qui accepte l'open challenge, c'est un mec qui était dans les vestiaires justement. Il s'appelle Umberto Carrillo. si, si. Vous en rappelez d'Umberto Carrillo? Moi Ok, je m'en rappelle. tu t'en rappelais plus? Ah bah ouais. Bah, il est en grande forme, hein, par contre, en grande forme physique. Hein, T'as vu ça? Il a des abdos qu'on poussait. Mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé depuis là, mais vraiment, le Umberto Carrillo, il a bossé à la salle. Bah, c'est bien ça, ces mecs qu'on voit pas, au moins ils font quelque chose pendant ce temps-là. Et ça paye, ça paye. Enfin, même si là, il a même Ah, pas. Il y a eu deux ouais, matchs. Hein. Il n'y a pas eu de match. il n'y a Il pas n'y eu a de pas eu le match. temps. Il n'y a pas eu le temps. L'arbitre n'a pas eu le temps de sonner puisque Chebus lui a démonté la tronche. Il lui a démonté la tronche tout autour du ring. Après, il l'a placé gentiment. Il l'a relevé. Il fait attends, excuse-moi, je vais. Laisse-moi t'aider. Et puis, il lui a mis un gros brogue kick. Et puis, c'était terminé. Pas de match. Pas de match. Ah ouais, Qu'est-ce ce que qu'est-ce que tabassage, t'en penses? oh, ce tabassage du Carrillo là. Oh là 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 là. Mais le Sheamus, il est dans une violence en ce moment là. Ah Je ouais. pensais parce que le Brogue Kick là, il en avait déjà collé un là à Riddle qui était quand même assez extraordinaire là sur un contre de moonsault du Riddle où il lui avait ouvert la bouche. Et là, bah, en fait, le Sheamus, il décide qu'il n'y aura même pas de match. Il met un beatdown au Carrillo, mais alors puissance 1000. Et il termine, mais en apothéose, quoi, hein, parce que ce Brogue Kick qu'il lui met là, pareil, là, c'était pas pour la déconnade, quoi. Hein. Et vraiment, là, le Sheamus, il s'avère plus puissant et plus destructeur que jamais, je trouve, l'Irlandais. Ah, c'est super, c'est super. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie, voilà, que chaque semaine, pendant quelques semaines, il lance ses Open Challenge et il laisse même pas le temps au mec de monter sur le ring, il les démonte. Et puis au bout de, voilà, comme là, il a fait avec Humberto Carrillo. Et puis au bout d'un moment, Adam Pearce vient le voir, il fait, bah, attends, mec, c'est pas ça un Open Challenge. Tu te fous de ma gueule. Attends. Et là, tu as Sheamus qui fait, bon, ok, d'accord. Et en fait, il refait pareil, il les démonte, mais il attend. Après, il va chercher l'arbitre, puis il lui fait, allez, viens, vas-y, vas-y. Lance le match, et là, boum, il place le brogue kick, et c'est terminé. Tu vois qu'on est un peu ce côté mauvaise foi et bagarreur, et que les mecs, ils les démontent, ils les démontent, ils les démontent, jusqu'à ce que tu aies un mec comme Damien Priest, par exemple, qui vienne et qui, cette fois-ci, se laisse pas faire, et là, effectivement, on partirait sur une bonne rivalité autour du titre US. Ouais, puis je pense qu'il faut envoyer du lourd à Sheamus, quoi. Si on se contente d'envoyer du cruiserweight, ça ira pas, quoi. Là, Sheamus, pour qu'il ait de l'adversité, il lui faut un gabarit, quoi, tu vois. D'ailleurs, Ou attends, qu'est-ce qu'il fait, Kisly? qu'est-ce qui fait Kisly? Ouais, ça c'est une bonne question. Kisly, je sais pas. Bah, apparemment, il a eu des problèmes de santé, donc et puis bah, il était toujours pas de retour, en tout cas dans ce Monday Night Raw. Mais il tease de plus en plus sur les réseaux sociaux son retour. Donc je pense que à terme, le Kisly devrait revenir. Alors là, voilà un truc qui me vend du rêve. Une rivalité Kisly-Sheamus pour le titre US. Là, moi, je suis complètement preneur. Ah ouais, ouais, j'ai envie de voir ça, là. Kisly, là, il a le souffle court, mais il faut qu'il revienne. Je vais même aller encore plus loin. Hein. Si on me colle un triple menace, Sheamus, Priest, Kisly, alors là, je suis aux anges. Hein, ça te ferait plaisir? Ah ouais, un triple menace avec ces trois-là, là, ça peut nous donner un match, un gros match. Allez, allez, je vais même aller plus loin. Moi, je te book un match à l'échelle à Backlash, là. Ouh, ouh.
Des mecs de 200 kilos qui grimpent des échelles un peu fragiles, ça peut être sympa. On arrive au main event. Mais pour arriver au main event, on a d'abord eu une promo de la reine, The Queen, qui se fait dorénavant appeler The Opportunity. Charlotte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce surnom de merde? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça complètement con. Ah bah ouais, parce que surtout que si on a une qu'on a des opportunités à la WWE, c'est bien notre amie Charlotte. Alors on peut constater qu'elle a changé un peu de look un peu, hein, terminé les grandes robes à la papa. Elle a utilisé un peu un look, un gear un peu différent. Euh, C'est le tailleur presque working woman, tu vois, à talons. ouais, un peu, il y a un peu de changement dans le personnage de Charlotte. Alors bon, Elle a les jambes qui sont aussi grandes que Rey Mysterio, quoi. ouais, non, mais attention, physiquement, elle est quand même assez incroyable. Et puis en plus, je trouve qu'elle s'est affinée. Je crois qu'elle, bon, voilà, je sais que ça, c'est le genre de détail un peu con, mais elle s'est fait refaire les seins. Elle s'est fait réduire les seins parce qu'elle avait beaucoup de problèmes avec sa poitrine. Et elle l'avait, d'ailleurs, elle en parlait sur les réseaux sociaux sans aucun problème, d'ailleurs, hein. Et même, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le maquillage, dans la manière de parler. Mais voilà, encore une fois, la énième redite de Monday Night Raw, puisqu'elle nous a fait quasiment, à quelque chose près, elle nous a fait presque la même promo que la semaine dernière, quoi. Donc ça, c'était un petit peu dommageable quand même. Ouais, elle nous explique qu'elle est fatiguée, l'irrespect du locker room. On lui a pris son WrestleMania. Elle peut battre tout le monde, Asuka et Ripley. Elle nous rappelle qu'elle les a déjà battues toutes les deux. Euh, et là, Asuka débarque et Rhea Ripley aussi débarque. Et Asuka, enfin, c'était assez mal foutu parce que je ne supporte pas avec Charlotte, c'est que, enfin, c'est une super catcheuse, elle est vraiment au top, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Je- mais je trouve que contrairement à d'autres catcheurs, elle tire tellement la couverture à elle qu'en fait, elle en laisse pas, elle laisse pas les autres en placer une. Et tu sais, il y a toujours cette petite limite, cette petite frontière entre jouer un heel insupportable qui est voilà qui est plus fort que tout le monde et en même temps il faut aussi laisser ton vis-à-vis donc là enfin le challenger ou le face avoir sa part du gâteau et dans ses promos ses interactions avec les autres Charlotte est toujours en train de couper elle laisse pas les autres en placer une quoi et c'est très difficile je trouve de vraiment euh, voilà, se laisser embarquer par ces promos-là, parce qu'en fait, elle est insupportable, mais pas juste parce qu'elle doit être insupportable, mais aussi, je sais pas, t'as l'impression qu'elle n'arrive pas à, à faire des promos, à être interactive avec les autres catcheuses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bah, je comprends ce que tu veux dire, mais là, c'était un peu compliqué. Elle est face à Asuka, et d'un autre côté, elle appuie là où ça fait mal, hein, parce elle dit à Asuka que, ouais, de toute façon, toi, tu sais pas parler anglais, donc de toute façon, tu peux même pas me répondre, quoi. Je suis intouchable quelque part, quoi. Donc, pour moi, elle reste quand même dans son rôle de queen totalement imbuvable et qu'on a envie de détester. Donc, je suis un peu partagé là-dessus. Je trouve que ça colle quand même bien avec ce personnage qu'elle entretient. Et puis, attaquer Asuka dans ce segment sur le principe qu'elle ne sait pas parler anglais, j'ai trouvé ça gonflé, moi. Parce que c'est le genre de truc que la WWE aime pas trop rappeler avec Asuka. Et finalement, ben, j'ai bien aimé la réaction d'Asuka à la fin. Oui, parce que bah, elle lui balance un bon vieux bitch. Mais oui, un bon vieux bitch des familles, là. C'était marrant de voir Asuka réagir de cette manière-là. Parce que c'est assez rare de la part de la japonaise, quoi, ce genre de réaction. Ouais. On sait qu'elle a un petit peu de colère en elle, Asuka, mais là, elle l'a bien placé. Non, mais voilà, la finalité de cette promo était vraiment très cool. C'est plus dans voilà, la construction qui est un peu étrange. Les autres sont vraiment dans l'ombre. Alors, c'est à côté de Charlotte, c'est toujours dans l'ombre de Charlotte, et c'est le personnage. Mais c'est vrai que bon, on a déjà vu et revu et archi-revu ce personnage-là, imbuvable, qui parle et qui parle et qui parle, qui laisse pas les autres en placer une et
qui en plus se plaint de tout alors qu'elle a déjà tout. Bon, ok, pourquoi pas, mais où est le renouvellement? C'est un petit peu dommage. En tout cas, c'était le main event, un Asuka versus Charlotte. La revanche d'Asuka face à Charlotte qui avait brisé la streak, hein, la série d'invincibilité de la japonaise. Rhea Ripley arrive, elle prend sa petite chaise, elle vient regarder le match en étant aux abords du ring. On a un, on a un gros match entre les deux, entre Charlotte et Asuka. Euh, et le problème, c'est qu'on a une intervention de Rhea Ripley qui vient et qui brise en fait, enfin qui fait une intervention et qui brise la prise à ce moment-là de Charlotte. Et au moment où l'arbitre va voir Asuka, et ben Asuka elle en profite pour faire un petit, je trouve que c'est un roll-up qu'il lui fait, non? Pas un petit roll-up, un crucifix peut-être? En tout cas, elle chope la victoire sur Charlotte. Charlotte qui n'est pas contente parce que pour elle, il y avait seulement un compte de deux. Et elle est toute vénère. Et elle est tellement vénère qu'elle s'en prend à l'arbitre et qu'elle tabasse l'arbitre. Ah Elle le ouais. passe à tabac, puis bien quoi. Elle s'acharne sur lui. D'autres arbitres débarquent pour lui dire mais s'il vous plaît, madame, arrêtez, arrêtez. Mais elle continue, elle continue. Et c'est sur cette image terrible de Charlotte qui s'en prend au corps arbitral que se termine cet épisode. Et Charlotte qui pète un câble une fois de plus. Et ouais, après un match de 9 minutes 15, alors évidemment, on se doutait bien que Ripley allait intervenir à un moment ou à un autre. Ce qui pose d'ailleurs question un peu sur l'alignement de Rhea Ripley, hein, qui a été présenté comme heel depuis le match à WrestleMania face à Asuka, et qui là a l'air de vouloir basculer du côté lumineux de la force. Ce qui est assez surprenant finalement, mais je pense que c'est tout simplement lié à la présence de Charlotte et que là, il fallait contrebalancer ça en mettant Rhea Ripley tout doucement, en lui faisant faire un petit face turn. Donc j'ai bien l'impression qu'en fait, on est en train de balancer Rhea Ripley en face turn. Après, le match était assez compétitif, c'était plutôt pas mal. Asuka, finalement, c'est elle qui est opportuniste dans cette affaire, puisqu'elle se sert de l'intervention de Rhea Ripley pour pouvoir piner notre amie Charlotte. Et après, derrière, alors là, ce cassage de gueule en règle de l'arbitre, et j'avoue que j'ai trouvé ça super inattendu. Vraiment, je m'attendais pas du tout à cette réaction-là de la part de la Queen, là, et qu'elle tasse l'arbitre de cette manière-là. Et ça n'a pas perdu de temps, hein, parce que derrière, la WWE a direct annoncé une suspension de Charlotte. Apparemment, ils lui ont collé aussi $100 000 d'amende. Ça rigole pas, Oh. on s'attaque aux officiels. Et donc c'était plutôt pas mal. C'était surtout la réaction de la fin en fait de Charlotte qui m'a tellement surpris. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, par contre, on peut aussi signaler à quel point les officiels ou les arbitres de la WWE sont nuls, quoi. Parce que les mecs, ils ont leur collègue qui est en train de se faire péta en plein milieu du ring. Ils montent à 1, puis à 2, etc. Et il y en a pas à un moment, il y en a pas un qui se dit ah bon bah attends, on va peut-être essayer de l'arrêter, on va peut-être lui choper les bras, on va essayer de la retenir. Non non, ils se contentent de rester à côté et puis de faire non 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 Charlotte, non Charlotte, don't do that. Les mecs, à aucun moment, ils se disent bah vas-y, bah c'est parlé, vas-y, sauvez votre pote là, les mecs, faites quelque chose quoi. Non, 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 on fait rien, on est juste en train de paniquer face aux réactions de Charlotte quoi. Donc une Charlotte archi vénère et du coup d'ailleurs ce coup de boost là de Madame Charlotte là, je pense que ça n'a fait que acter le fait que Rhea Ripley est véritablement en train de passer du côté lumineux de la force. Ouais, bon, l'alignement de Rhea Ripley, de toute façon, je pense que là, depuis son match à WrestleMania, il est pas clair. Va falloir attendre que tout ça se décante pour savoir vraiment si elle est face ou si elle est heel. Parce que, tu sais quoi, j'avais même l'impression qu'elle est rentrée, quand elle est arrivée sous le petit entron, j'avais l'impression d'entendre des huées. Mais tu sais, des huées de la boîte à meux, hein, le mec avec son soundboard, là, l'ingénieur son, qui mettait des huées. Et puis en fait, j'avais l'impression qu'au bout d'un moment, il disait merde, en fait, c'est pas des huées que je dois mettre. Et du coup, il diminuait le son des huées. J'ai dit, mais Ripley, on doit être derrière elle ou pas? J'ai pas compris quoi. Donc clairement, au niveau de l'alignement, plus le fait que bah, elle est pas pour l'instant, c'est une championne à qui on a demandé de se mettre assise et de regarder comment les grands y font quoi. Donc pour l'instant, je Ouais, reste c'est un un petit peu peu ça. sur Ouais. ma C'est faim, je bon. reste un peu sur ma faim à ce niveau-là parce que
Voilà, en fait, je suis assez impatient qu'elle passe à un gros match, à son prochain gros match en pay-per-view et qu'elle ait vraiment eu des angles et une histoire bien à elle, parce que là, pour l'instant, c'était surtout le retour de Charlotte qui est l'histoire. Et Rhea Ripley, elle est juste assise sur sa chaise et puis elle regarde un petit peu ce qui se passe, elle fait une petite intervention et au revoir madame. C'est pas l'image que j'ai d'une championne de la plus grosse fédération de catch, si tu veux. Ouais, c'est ce qui nous s'est vendu. Après, cette storyline, elle s'écrit toute seule, hein. De toute manière, il y avait le retour de Charlotte. Bon, c'était obligé suite à ce qui s'était passé à WrestleMania 36 avec la prise de titre de NXT de Charlotte face à Rhea Ripley. Voilà, cette rivalité, elle était attendue. Elle est là. Je pense que ça va donner des bons matchs. Il y Ouais. a, il y a Asuka qui vient se rajouter dans l'équation. Donc non, moi je trouve que ça a plutôt de la gueule ce main event féminin là. La title picture suprême là pour les filles. Moi je suis assez branché parce que j'aime plutôt bien les trois au final. Et voilà, moi j'avais des doutes, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Voilà, j'avais des doutes sur l'alignement de Rhea Ripley. Ça me semble plutôt une bonne chose qu'elle bascule et qu'elle fasse un face turn. Euh, Moi, je trouve que c'est une histoire simple à mettre en place. Donc écoute, on va voir la suite. Ouais, ouais, bah c'est pour ça, une fois de plus. Pourquoi? C'est simple, voilà, la promo de Charlotte était un peu trop compliquée, parle trop, parle trop, parle trop. Elle parle beaucoup. Ouais. Bref, C'est top. c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien, mon bon tonton, nous partager ton flop, ton top et ta note pour cet épisode, demandez Nitro, s'il te plaît. Ouais, alors j'avais le papy avait décidé de donner son avis sur Raw et ça a été Ah, fait. Il nous a dit je donne mon avis sur Raw, c'était tout moisi, ça mérite même pas de mot de la fin. Ouf. Ouch. voilà. Ouais, d'accord, le mec, service minimum, hein. Ah ouais, le papy là, c'est pas cassé le cul, hein. Il nous a mis quatre mots pour dire que en fait c'était de la merde. Voilà. Alors moi, je le rejoins un peu parce que j'ai trouvé ce Raw très mauvais sur différents aspects et déjà en particulier sur la réal. T'en as parlé un petit peu là sur l'ingé son, mais ça fait toutes les semaines depuis le Thunderdome là, on n'arrête pas de le répéter quoi. Mais vraiment, l'ingénieur son est souvent à chier et fait un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est assez gênant. Et puis surtout, ce qui a été quand même incroyable pendant tout ce show, ça a été on te repasse les plats sans arrêt. Des fois, on te fait même des replays d'un truc qui s'est passé juste 2 minutes avant, alors que les mecs sont encore présents en fait à l'antenne. Et on nous remontre alors on nous remontre en ce moment, c'est la grande phrase sur les réseaux sociaux, mais c'est exactement ça. Quoi. On nous remontre, on nous repasse, on nous replay sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et alors ça, c'est particulièrement gavant. Ça n'a pas été. Ah, ça a été un Raw où je me suis pas mal emmerdé. J'ai trouvé qu'il y a eu quelques trucs sympas, mais pas suffisants, quoi. C'était vraiment pas à la hauteur. Alors, comme souvent, je suis indulgent parce que effectivement, ils ont beaucoup de problèmes backstage entre les blessés, le Covid et tout ça. Et j'imagine que ça doit pas être simple à gérer un show hebdomadaire comme ça quand tu as plein de problèmes à ce niveau-là. Mais bon, c'était quand même très très faible. Je vais donner mon flop sans hésitation de toute manière à la tag team division féminine parce que vraiment là, tout ce qui tourne autour de Nia Jax et Shayna Baszler, c'est une catastrophe totale. Nia Jax en particulier, vraiment pour moi là, elle est en dessous de tout et que je pense qu'il faudrait rafraîchir cette tag team division en donnant le titre à une autre team, quelle qu'elle soit d'ailleurs finalement. J'ai même pas forcément de choix particulier pour la team, mais Hmm. qu'il est temps de faire un coup de fresh sur cette tag team division féminine parce que vraiment c'est catastrophique. Et là, je pense que c'est tout simplement peut-être le plus mauvais segment et le plus mauvais match auquel on a eu droit depuis le début de cette année 2021. Et Nia Jax et Shayna Baszler, il faut que vous fassiez attention parce qu'aux Awards 2021 de catch-up, ça sent la ceinture de plomb cette affaire. Ça sent très mauvais. Donc voilà, ça sera mon flop. Et mon top, je vais le donner au match Orton-Riddle. J'aurais pu le donner au main event parce que j'ai plutôt bien aimé le match entre Asuka et Charlotte. Mais vraiment, j'ai trouvé le match Orton-Riddle super compétitif. J'ai beaucoup aimé l'espèce de haine de Orton quand il réussit à contrer une soumission de Riddle et qui lui dit tu m'entends là, tu vas arrêter de me manquer de respect là, tu m'entends là, et que tu as le Ouais.
est tout rouge et qui lui dit ouais, je t'entends, je t'entends. Il est écarlate et j'ai trouvé que tout ce passage était bien foutu. On donne une victoire de prestige à Riddle face aux 14 fois champion du monde. Donc tout ça, ça m'a bien plu. Un match de quasiment 14 minutes. Donc vraiment, je lui ai trouvé que des qualités à tout ce segment. Donc je vais lui donner mon top sans hésitation. Et ma note, je ne peux pas donner la note et la moyenne à ce show parce que vraiment, ça a été vraiment trop mauvais. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et donc ça sera un simplement 2. OK. Bon, ils s'en tirent pas trop mal, hein. Simplement 2, ça va. Pu être pire, hein, ça aurait pu être pire, mais le 2, il vient vraiment grâce au match du main event, grâce à Orton Riddle, et puis au cassage de gueule de Sheamus qui m'a bien fait rire, quoi. Ouais, Mais, ouais. mais vraiment, le show était super faible, Mmh. trop d'audits, trop de. Je sais pas, tu prépares Backlash, etc. Là, et j'ai l'impression que Backlash, on va avoir un max de rematch. Je sens que ça s'annonce comme ça. Et puis, mine de rien, ça va arriver assez vite. Donc j'espère que les prochains Raw vont être d'un Mmh. autre. Bah, c'est un peu le concept du pay-per-view de toute façon, donc là, ils vont pas se priver, hein. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bon, mon flop, j'ai un petit peu hésité au début, je voulais le donner à la promo de Charlotte, et puis je vais surtout le donner en fait à l'absence de Bray Wyatt. Je m'étais quand même pas mal hypé la semaine dernière, enfin hypé. Je suis pas content de ce qu'ils en font, mais je me suis dit, bon, j'étais très curieux de voir ce qui se passe, et là, le fait qu'on ait rien du tout, ça, c'est vraiment un truc que je trouve insupportable de nous promettre des choses et de ne pas nous les refiler. Donc voilà, c'est mon petit, c'est ce qui m'a manqué, voilà. Ce qui m'a manqué, voilà, quand tu commandes un plat au restaurant et qu'il n'y a pas tout, t'es un peu frustré. Mon top, bah, je voulais le donner comme toi à Orton Riddle, mais du coup j'en profitais pour le filer à Sheamus. Ouais. Sheamus, il a le look. Sheamus, c'est un bagarreur. Sheamus, il démonte des cruiserweights. Et voilà, j'ai l'impression que Sheamus, il va rebooster tout le monde là. Tous les petits jeunes là, tous les mecs qui font moins de 110 kilos, là, 115 kilos, il va les rebooster. Ils vont tous se faire démonter. On va avoir de la grosse bagarre toutes les semaines. Il a l'air de bien kiffer. En plus, il est là avec ses bretelles, sa ceinture. Il y a tout qui tient avec Sheamus. Il y a tout qui tient. Et ma note, bah écoute, je suis un peu comme toi. Alors, au-delà des absences notables, il y avait finalement, on a été. Il y a deux, trois petites, voilà, il y a deux, trois petites choses qui vraiment sauvent, sauvent l'épisode du naufrage. Et je pense que je vais être comme toi, je vais donner un 2 également. Je vais donner un 2 également. C'était pas une catastrophe, mais c'est vraiment, on est vraiment dans le minimum du minimum là. Et heureusement qu'effectivement, tu as quelques tauliers qui sauvent la baraque, parce que pour le reste, c'est pas. Tu pouvais facilement retirer 1 heure et demie du show et c'était nickel, hein. C'était nickel. Ah bah Ah, si tu si sur t'enlèves si t'enlèves ce qui ne va pas, hein. ouais, si tu fais sur un timing à la SmackDown, oui, effectivement, tu aurais peut-être pu faire quelque chose qui tenait la route. Là, sur plus de 2 heures et demie de show, c'était quand même super faible, hein, et puis le show se fait tailler dans tous les sens, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites spécialisés. Mais je pense que, bah, des fois, il y a de l'acharnement sur la WWE, mais là, pour le coup, je pense que ce Monday Night Raw mérite vraiment parce que de se faire un peu tailler parce que franchement, c'était très paresseux, il y a beaucoup d'absences, il y a des problèmes de son, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors voilà, comme je le dis souvent, moi j'essaye souvent d'être assez indulgent, en particulier quand il y a plein de soucis, voilà, de blessures, de Covid et tout. Mais là, il y a eu des moments où c'était un peu abusé quand même. Dites-nous ce que vous en pensez, chers Exactement. auditeurs. Ah Je ouais. commentaire. Dans la section commentaires, hein, sous la vidéo de la version YouTube de cet épisode, pour nous suivre, c'est très simple. Il suffit de vous abonner en audio sur les plateformes habituelles de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres. Des réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, hashtag, @catchupcdc. Le Discord, le lien est dans la description. Venez nous rejoindre pour discuter de l'ignoble art de la lutte professionnelle. Merci à toi, tonton, pour ta présence. Eh ben écoute, c'était un plaisir, mon bon patron, de te retrouver à la manœuvre pour reviewer ce Monday Night Raw. J'aurais aimé pour toi qu'on soit dans un truc de meilleure qualité. C'est toujours, voilà, c'est toujours triste quand on doit reviewer un show auquel on met pas la moyenne.
D'ailleurs, ça s'est ressenti sur les ratings, hein, puisque je crois que ce Monday Night Raw, je vais te dire ça quasiment tout de suite, était en grosse baisse, hein, quand même, hein, mais d'ailleurs ça fait plusieurs fois, puisqu'ils sont passés à 1 907 000. Donc ouais, grosse baisse, ils ont perdu presque 6% de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Donc ça ne fait que confirmer un peu notre ressenti sur ce show. Mais encore une fois, c'était un plaisir d'être avec toi pour reviewer tout ça. Bon, d'ici là, beaucoup de catch encore qui nous attend, puisque vous aurez droit à votre analyse de NXT Oui, et également l'analyse de SmackDown. Donc accrochez-vous, hein, le décollage arrive. On se donne rendez-vous très très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! salut DRM, salut peuple de catch. C'est le seul mot qu'elle connaît en anglais, Asuka. Mais quel mot!